aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que sur le marché, on a des solutions qui ont évolué et qui arrivent à maturité sur ces standards-là, comme l'est aussi notre marché interne et nos utilisateurs. Aujourd'hui, on a des utilisateurs qui sont, certes, il y en a qui découvrent encore l'IA générative, il y en a qui ont une maturité suffisante. Bonjour à tous, je m'appelle Benoît Rosier, ça fait 15 ans que je travaille dans la tech et je suis cofondateur d'Upvisory et également leader de notre branche dédiée à l'intelligence artificielle qui s'appelle les agents IA, mais également animateur de ce très bel événement qui est l'AI Leader Story où on accueille des leaders du monde de l'intelligence artificielle pour échanger avec eux. L'objectif de ce podcast, c'est avant tout de parler valeur, pas que technologie. Voilà, comment l'IA peut apporter de la valeur. Et ça va être le sujet du jour avec Virgile. Bienvenue Virgile. Merci Benoît, merci de me recevoir. Très heureux écoute, de t'accueillir parmi nous. Virgile, tu es responsable IA Accélération Groupe côté Air France KLM. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ton rôle? Avec plaisir. Déjà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, au sein de notre groupe Air France KLM, on a une entité qui s'appelle le Data and Office, dans lequel je suis, et qui est en charge toute la stratégie data et IA pour l'ensemble du groupe et ses différents métiers. Et moi, je suis principalement en charge de notre accélération sur l'IA. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment notre but de transformation à la fois business et aussi technologie autour de ces sujets-là, pour être sûr que les priorisations à la fois de notre IT et de nos business s'articulent bien autour de ces sujets, qu'on soit capable ensemble d'identifier les bons tracks de valeur et les bons cas d'usage qui en découlent pour les livrer, avec toute la mise en place de la bonne stack data and IA qui va avec. Ok. Et aujourd'hui, un petit peu comme tout le monde, on se concentre vraiment, nous, sur la transformation autour de l'IA générative et de l'IA agentique. Canon. Donc ça fait une dizaine d'années, je crois, que tu bosses dans le monde de l'IA. C'est quoi ton parcours avant d'arriver sur ce poste? Alors, mon parcours, très rapidement, c'est un parcours qui est aujourd'hui issu de l'aérien, avec une expérience au sein du groupe Air France KLM, dans lequel j'ai occupé des postes assez variés, soit sur du produit, soit sur de la data et l'IA, avec une première expérience au sein de notre entité de maintenance, qui est Air France Industrie. Et ensuite, j'ai pu rejoindre une entité de transformation digitale, qui a été la Digital Factory, que tu connais bien. J'ai travaillé pour la Digital Factory un moment. Pour laquelle j'étais data stratégiste, donc c'est un rôle de consultant en interne, avec la mission d'accompagner plusieurs directions métiers sur leur transformation, vraiment sur des produits digitaux. Et puis j'ai rejoint notre Data Factory en tant que portfolio manager. J'avais en charge de gérer un portefeuille de projets, d'identifier les projets de ce portefeuille, de les staffer et d'aider les différentes équipes qui étaient dessus à les délivrer. Ok. Donc tu es plutôt rentré dans le monde de l'IA via la data. Oui. Je pense comme beaucoup de personnes. Exactement. Et via le métier. Ok. J'aurais eu des postes vraiment articulés autour du métier et de l'IT, avec un positionnement à cheval vraiment entre les deux. Ce que je trouve assez intéressant pour à la fois vraiment driver la valeur qu'on souhaite délivrer et l'identifier, et savoir identifier aussi les bons leviers technologiques qu'on doit pouvoir actionner. Excellent, Virgile. Alors, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je viens avec un gros sujet qui est notre transformation et notre stratégie autour de l'IA générative, et toute notre trajectoire qu'on a pu avoir depuis le lancement qu'on a tous vécu ébahis de ChatGPT en 2023, jusqu'à aujourd'hui. C'est un sujet qu'on a maturé, qu'on a intégré au sein de nos pratiques aujourd'hui, et je viens de partager ça. Écoute, ça va être riche, on a pas mal de sujets à aborder ensemble
et j'espère pour vous qui nous écoutez très intéressant. Peut-être ce que je te propose, c'est directement de rentrer dans le vif du sujet, sachant qu'on voulait commencer ce podcast en échangeant sur des premiers cas d'usage concrets pour vraiment un petit peu voilà, se projeter dans le business d'Air France KLM, savoir quels étaient effectivement ces premiers cas d'usage que vous aviez identifiés et in fine la valeur qui ressort aujourd'hui. Ouais, carrément. Je peux te partager plusieurs cas d'usage, donc peut-être par ordre chronologique de déploiement. Donc j'ai en tête un premier cas d'usage qu'on a appelé Fox. Voilà. Tu vas voir qu'on donne des petits noms à tous nos cas d'usage. Hein. Nommer les choses, c'est vraiment leur donner vie et moi je m'y attache particulièrement. Donc Fox, qu'est-ce que c'est? C'est une solution qui va venir faire de la classification complexe d'insight client, hein, donc de verbatim, d'email, etc. Okay. Et qui va venir classifier ces insights sur du multi-catégorie, donc avec des classes qui sont bien entendu prédéfinies, mais qui peuvent correspondre à plusieurs classes. Donc on peut avoir un verbatim qui peut être classé à 80% dans une classe, 10% dans une autre classe, etc. Et après, c'est des classifications qui vont correspondre à des business flows derrière et qui sont réutilisées. Okay. Pourquoi ce cas d'usage, je l'évoque? Parce que ça a été notre premier cas d'usage mis en production et déployé à l'échelle. Et en fait, on l'a choisi et on l'a lancé en étant vraiment opportuniste, en remplaçant en fait une solution de machine learning avec du NLP qui a été fournie par un provider externe et sur lequel on a phase-outé l'outil externe. On a coupé le contrat avec la licence et puis on a remplacé cette solution qu'on a pu déployer très rapidement et avec des performances qui étaient facilement accessibles. Ça sert à qui Fox aujourd'hui? Fox aujourd'hui, le premier client de Fox, c'est notre département de Customer Experience. Okay. Et aujourd'hui, la matière première de Fox, donc qui est créée par Fox, est utilisée par toutes les directions. Par exemple, la maintenance pour identifier des sièges cabines à réparer dans certains avions, voilà, avec des retours clients qui indiquent mon siège la coudoir de mon siège ne fonctionnait pas ou ce genre de choses. Et ce sont des insights qui sont récupérés par la maintenance pour le faire. Et puis tu as d'autres usages qu'on a découverts un peu au fil de l'eau et qui sont arrivés. Il y en a un que j'ai découvert la semaine dernière, c'est qu'on utilise aujourd'hui la classification et les insights de Fox pour noter les différents chefs cuisiniers qui interviennent sur le menu Air France, qui sont jugés en fait via nos verbatim, donc clients qu'on récolte. Donc ça c'était un insight qu'on n'était même pas au courant qu'on avait cette finesse de résultat, et aujourd'hui voilà, on récupère tout ça pour noter et savoir quels sont les chefs les plus appréciés par nos clients. Et tu as une idée à peu près de la volumétrie de feedback que vous récoltez comme ça? On a plusieurs sources de feedback. Déjà on envoie des sondages après les vols. Peut-être que t'en as peut-être eu l'occasion de remplir, peut-être pas. Je pourrais pas te donner exactement le nombre de lignes, mais ça c'est la première source. Ensuite on va récolter aussi tous les insights qu'on a sur les réseaux sociaux, via les App Store de Apple Store, etc., Google Play. Donc ça représente une volumétrie qui est assez conséquente et qui augmente de plus en plus, puisque comme tu le doutes, nos touchpoints digitaux sont de plus en plus conversationnels, et qui dit plus de conversation dit plus d'insights. Et comment on arrive à à rendre exploitable plutôt autant de données, parce que effectivement si on a des dizaines de milliers de feedbacks qui remontent toutes les semaines, comment on arrive à dégager des patterns, des tendances et à les rendre exploitables au niveau de Fox? Ouais. C'est une très bonne question. On a deux stratégies. La première stratégie, sur laquelle on a des classes prédéfinies et des sous-classes prédéfinies qu'on a raffinées avec le métier, avec les premiers résultats qu'on obtenait sur nos tests. Voilà, avec des classes et des catégories qui n'étaient pas forcément bien définies, avec les bonnes taxonomies, etc. Donc il y a vraiment un travail par le métier à faire sur la définition de sa classe. Donc ça, voilà, c'est très basique, mais c'est vraiment essentiel. Et c'est ça qui, au début, qui nous a bloqué dans le déploiement de ce cas d'usage. C'était la taxonomie des différentes classes. Et puis après, on a retravaillé la logique des classes, sous-classes, pour vraiment qu'elles soient complètes.
Et la deuxième approche qu'on creuse aussi également, c'est on part d'une feuille blanche. Et là, on vient faire de l'analyse et de la classification sans catégorie prédéfinie à l'avance. Et on va demander à notre solution de détecter ces clusters, et c'est une clusteration qui est dynamique et qui peut évoluer dans le temps. L'avantage qui est assez dimensionnant pour nous, c'est de détecter des nouveaux clusters. Ok. Donc des nouveaux insights clients sur des sujets qu'on n'avait pas détectés et qui ne sont pas ancrés en dur dans nos retours clients. Ok. Bah écoute, vachement intéressant. Je crois que tu avais d'autres cas d'usage également que tu souhaitais aborder aujourd'hui avec nous. J'en ai un autre en tête. Ouais. Il se nomme Track, Ouais. qui est un cas d'usage qu'on a développé pour notre activité de maintenance avion. C'est un de nos 3 métiers du groupe Air France KLM. C'est quelque chose qui est un petit peu moins connu, peut-être que je peux rentrer un petit peu dans le détail. On a 3 grands métiers principaux, le transport de passagers, qu'on connaît tous, avec nos 3 marques Air France, KLM et Transavia. Une activité de cargo dans laquelle on fait du transport de fret, qui représente à peu près 10% de notre chiffre d'affaires, et une activité de maintenance, donc dans laquelle on délivre de la maintenance pour d'autres compagnies aériennes qui n'ont pas des capacités équivalentes que les nôtres, et sur lesquelles on vient soit faire des opérations de maintenance directement sur l'avion, ou soit sur lesquelles on vient réparer et s'occuper de la viabilité de leurs équipements et de leurs moteurs. Et donc ça, c'est tout un business à part entière. Et donc on a une expérience qui est assez historique sur ce sujet. Pour nos ingénieurs qui s'occupent de nos bureaux techniques, on a développé en fait une solution de knowledge management qui repose sur un RAG qui permet donc à tous nos ingénieurs d'avoir accès très 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 facilement à toute la documentation d'anciennes réparations. C'est-à-dire que s'il y a une nouvelle réparation qu'ils sont en train d'effectuer ou d'analyser, ils vont pouvoir accéder très très facilement à tous ces rex de maintenance qui ont été capitalisés et qui étaient jusqu'à aujourd'hui assez peu exploités, mais qui sont accessibles via l'indexation de cette documentation à un large langage modèle, un LLM, pour former Track. Ok. Et aujourd'hui, vous avez des métriques d'usage un peu pour savoir à quel point il y a un succès, il y a un suivi. Ouais. Aujourd'hui, pour ça, c'est un cas d'usage qu'on a déployé de façon assez récente, donc au cours de cet été, qu'on a scopé sur un type avion. Okay. Donc nos avions, nos 777, sur le périmètre de KLM. Le pilote est déployé et les équipes sont en train de raffiner la solution. Et aujourd'hui, Track est utilisé tous les jours. Okay. Donc c'est le premier métrique qu'on observe, c'est vraiment la fréquence d'utilisation, avec des requêtes qui sont envoyées quotidiennement sur l'outil, qui nous donne un premier indicateur de satisfaction de l'outil. Okay. On a aussi des retours de ces utilisations qui nous disent ce qui marche bien et ce qui marche pas bien. Et on a développé au-dessus de la couche GenAI toute une logique aussi de pré-filtre qui permet de clusteriser un petit peu la réponse pour descendre en entonnoir sur le type de réparation, avec la zone de réparation effectuée, etc. pour pré-scoper la requête. Et ce qui amène vraiment une performance qui est assez bonne sur ce sujet. Et ce qui est très apprécié par les équipes, c'est que les fils sont faits en quelques clics. La question est assez simplement posée et la réponse, et d'ailleurs ça c'est intéressant, au début on donné une réponse qui était assez générique et qui était plutôt verbeuse, et les équipes de maintenance avaient besoin vraiment d'une réponse qui était très, très synthétique, très fine, et puis de pouvoir creuser sur la documentation en question si besoin. Et donc c'est ce qu'on a ajusté pendant les phases de premier test. Et juste parce que je connais pas très bien le métier et du coup j'ai un peu du mal à me projeter justement sur le geste métier. Ça ressemble à quoi pour les personnes qui sont concernées cette maintenance? Est-ce que c'est, je sais pas, je suis sur le tarmac et je suis avec les avions, ou est-ce que je suis dans un bureau? Enfin, c'est quoi le métier? Non, là c'est vraiment des ingénieurs qui sont sur leur bureau, okay, et qui doivent analyser une réparation qui est un petit peu exotique et qui est pas forcément un standard, et sur lequel il faut passer un peu de temps pour analyser et définir des procédures de maintenance. Ok, donc un peu comme un docteur qui essaye de trouver un diagnostic. D'accord. Et donc là, c'est un peu de l'aide au diagnostic. Et ils ont un assistant qui ressemble vraiment à ChatGPT,
avec quelques filtres avant pour préscoper les choses. Ils posent leurs questions et ils ont accès voilà, aux documentations qui ont un petit résumé et puis aux documentations en question. Ok. Et on est en train de déployer le petit frère de Fox qui s'appelle Charlie Ok. et qui aide les mécanos avions sous aile à identifier les bons numéros de pièces. Ok. Pour après appeler dans leur CRM de maintenance ou dans leur magasin la bonne pièce en question avec le numéro, le bon numéro, etc. etc. Ok. Et juste, tu me disais, chaque cas d'usage a un naming bien spécifique. Pourquoi Fox et pourquoi Track? Pourquoi avoir choisi ces noms? Et je te poserai la même question pour le dernier cas d'usage que tu vas aborder. Alors Fox c'était vraiment pour la partie renard. Ok. Voilà, parce qu'on était, Le était renard, très, ouais. on a été très, on va dire pragmatique et opportuniste Ouais. sur le, Ok, sur ouais. le, sur le lancement du sujet. Charlie, c'était pour le Où est Charlie? Il faut trouver le PN, le part number en question. Et le troisième cas d'usage que je vais t'évoquer, son nom officiel est YMCA, Ouais. qui est You Are My Claim Assistant. Ah. Et donc il y a un assistant d'assistant humain, Ok. donc une suite d'assistants dans lequel on propose donc, plusieurs outils pour les assistants qui répondent qui sont pardon, dans nos call centers et dans lequel on vient leur apporter des solutions pour classifier les verbatim clients. Donc là on a réutilisé une partie de Fox pour le faire. Ensuite on vient faire un résumé du case client avec tous les échanges qu'il a pu avoir par mail ou par différents canaux du cas en question et puis sur lequel on vient apporter un draft de réponse à apporter au client que l'opérateur vient compléter, vient réajuster si besoin. Ok. Et YMCA, Track, Fox, comment, parce qu'on est encore au début de l'aventure de l'IA générative, comment est-ce que vous avez identifié et priorisé ces différents cas d'usage? Parce que bon, quand on veut prouver la valeur de l'IA générative, je suppose qu'il ne faut pas trop se planter sur les premiers cas d'usage. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, bon bah là, on va prioriser ça plutôt que d'autres cas d'usage? Est-ce que c'est la valeur? Est-ce que c'est la capacité? Est-ce que c'est le sponsorship de certains métiers? Enfin, comment vous y êtes pris? Très bonne question. Et puis si tu me poses la question sur ces cas d'usage, je te répondrai autre chose sur les cas d'usage qu'on est en train de lancer aujourd'hui sur la partie Agentic AI. Sur cette partie, on a vraiment une approche bottom-up avec un filtre, on va dire, un filtre top-down. On a commencé vraiment une phase d'idéation à grande échelle au sein des métiers, qu'on a conclu par un hackathon de 2 jours dans notre Data Factory, donc un lieu physique à Charles de Gaulle, dans lequel on a reçu pendant 2 jours une dizaine d'équipes qui avaient été présélectionnées par chaque entité. Donc on a reçu des personnes qui travaillent dans les call centers, des personnes qui travaillent la maintenance, des personnes qui travaillent la finance, etc., dans tous les métiers, qu'on a accompagné pour développer une mini preuve de concept sur le sujet et vraiment tester et expérimenter la solution. Et ça, on l'a fait donc, à l'été 2023, donc assez tôt. Et les cas d'usage qui sont issus de cette phase, de premier test d'idéation, après on a été les pitcher avec les équipes auprès de leur direction pour valider le concept et voir si c'était de la bonne temporalité, si d'un point de vue business c'était bien un sujet qui était prioritaire. Donc c'est ce qu'on a fait pour pouvoir les lancer et les accompagner tout au long de leur delivery. Alors évidemment, quand on regarde un petit peu en arrière, on a des cas d'usage qui ont été déployés très rapidement. Donc quand je dis très rapidement, c'est on va dire en moins d'1 an. Et puis d'autres qui sont actuellement encore en train de déploiement et qui ont été identifiés pendant cette phase. Okay. Et puis, alors pourquoi? C'est parce que on a par direction une backlog aujourd'hui de cas d'usage IA et ce delivery se fait au fil de l'eau en fonction de la disponibilité des business et des équipes IT qui délivrent ces use cases. Ok.
Je suppose que l'identification des bons cas d'usage, c'est quelque chose de critique. Maintenant, vous commencez à avoir un petit peu d'expérience sur le sujet. Il y a des cas d'usage qui ont très bien fonctionné, d'autres cas d'usage qui ont peut-être un peu moins bien fonctionné. Avec voilà, l'expérience que tu as aujourd'hui, quels seraient selon toi les trois critères discriminants pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont voilà, ultra clés, ultra structurants, qu'on doit avoir en tête quand justement on est dans cette phase de priorisation et d'identification des cas d'usage? C'est quoi les trois trucs à avoir en tête selon toi? Bah, nous, vraiment, le premier critère qu'aujourd'hui on regarde le plus, évidemment, ça va être le critère de création de valeur, qu'elle soit économique, opérationnelle, client, salarié ou pas. Ça, c'est vraiment le premier critère de base qu'on regarde, c'est quel problème on vient résoudre. Évidemment, tous les cas d'usage qu'on vient t'apporter, ils résoudent une problématique qui est souvent pas forcément notée sur papier. Donc il y a un premier travail d'expression de cette problématique qu'on fait et qui permet de le faire. Mais bien entendu, hein, tous les cas d'usage, si on les travaille un petit peu, on amène une certaine valeur. Et donc ça va être le niveau de cette valeur qu'on vient challenger pour prioriser notre support, le support central qu'on va pouvoir apporter. On a vraiment une logique dans laquelle on se dit... Pour rebondir sur cette... Ouais, vas-y, notre logique aujourd'hui, c'est vraiment se dire on priorise le support central qu'on apporte aux initiatives qui ont plus de valeur potentielle. Et sur lequel aussi on va venir challenger l'aspect transformatif de la solution. Si je vais un petit peu plus loin, aujourd'hui, si je prends l'exemple de YMCA, on aurait pu très bien s'arrêter à la première brique, c'est-à-dire la classification des verbatims, la classification de la claim client, parce que techniquement on savait faire, c'était carrément déployable, etc. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que nos assistants, en fait, ils prenaient beaucoup de temps sur la partie rédaction de messages, et que c'était aujourd'hui la diversité des réponses était quelque chose de très pénalisante et était très variable d'un assistant à un autre. Et donc c'est ce qu'on a harmonisé avec ces drafts de propositions de réponses générés par l'IA avec le tone of voice de notre marque, etc., qui aussi s'adapte à toutes les différentes typologies d'interaction qu'on a. Est-ce qu'on a affaire à un avocat? Est-ce qu'on a affaire à un client direct? Etc., qui s'ajuste. Et là, on arrive sur quelque chose qui est vraiment transformant, parce que on ne vient pas uniquement assister qu'une petite partie du flow, mais on vient titiller toutes les différentes étapes. Et bien sûr, hein, on réfléchit à l'étape d'après, qui est la réarchitecture, la réorganisation du process lui-même, sur la partie IA agentique qu'on abordera peut-être par la suite. Mais vraiment, là, le premier critère, ça va être la valeur business, la valeur business qu'on amène et qu'on se veut transformative. Si c'est pour... Justement, j'avais une question sur cette partie valeur, parce que c'est souvent, quand j'échange avec mes clients, avec différentes organisations, priorisées par la valeur, tout le monde me dit ça, mais c'est pas forcément évident. Tu vois, typiquement, toi, dans tes différents cas d'usage, tu as... je vais accompagner effectivement des personnes à la maintenance, à mieux faire leur job, je vais essayer d'identifier des verbatims qui peuvent être intéressants, mais c'est vrai que parfois quand tu essayes de faire ce travail comparatif d'identification de la valeur, tu as un peu l'impression, tu vois, de comparer des choux et des carottes, quoi. Comment tu arrives à te dire, Fox par rapport à Track, je me dis là il y a plus de potentiel que là, tu vois, parce que c'est pas forcément un équivalent en chiffre d'affaires. C'est quoi après, il y a peut-être du gut feeling, hein, mais... Très bonne question. Alors, effectivement, après, on a un petit peu la culture et en voyant les sujets passer, évidemment, tu te fais un peu la main. On a mis en place un procédé assez pas très drôle sur lequel on fait venir en fait nos contrôleurs de gestion, les contrôleurs de gestion, et sur lequel on demande aux équipes de valider avec leurs différents contrôleurs de gestion leur business case. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, on va chercher des éléments qui sont vraiment tangibles et qu'on peut tracer au titre de notre transformation économique dans nos outils de suivi de cette transformation que les contrôleurs de gestion remplissent. Et donc, c'est-à-dire que sur chaque cas d'usage, on va chercher des éléments financiers qui sont peut-être pas la valeur la plus importante aujourd'hui, typiquement sur Fox qui fait la classification.
ce qu'on va revaloriser d'un point de vue contrôle de gestion, c'est la licence qu'on n'achète plus. Et donc le delta du coût du cas d'usage par rapport à la licence qu'on payait annuellement. Bien entendu, c'est pas là la valeur de Fox qu'on amène, hein. C'est pas ça. Mais la valeur financière qu'on est capable de traduire tangiblement en euros, aujourd'hui, c'est que ça qu'on est capable de faire. Sur la partie assistant des claims, on vient avec les différents modules, hein. On vient par exemple avec le premier module, on arrive à faire une bien meilleure classification que ce que pourrait faire l'agent. Et donc, cette qualification des claims, elle a un impact sur la qualité des claims. Et donc, on a un coût global donc de ce que nous coûte le traitement des claims qui nous permet, grâce à cette meilleure qualification de la claim, on est capable de mieux la traiter et donc d'être plus juste dans le traitement de la claim sur la compensation qu'on donne ou qu'on ne donne pas au client en fonction de comment il est qualifié. Et donc c'est un pourcentage. Donc là ici on vient récupérer un pourcentage qu'on a estimé sur le coût global des claims et de leur traitement pour le groupe. Là. Donc sur chaque cas d'usage, on vient et on force les équipes à identifier, même si c'est pas l'élément de valeur principal, mais au moins quelque chose qu'on puisse mettre sur papier. Ok, c'est vachement intéressant et je pense que c'est un très beau conseil de mettre la partie contrôle de gestion un peu dans la boue justement pour avoir des feedbacks sur la valeur ajoutée qu'on peut générer, parce que c'est vrai que quand on est très orienté tech, parfois on peut être un peu décorrélé. Et c'est un réflexe que les équipes n'ont pas forcément. Ah ouais. Oui, parce qu'on se dit ça va ralentir le process, alors que bon, pas forcément. Et c'est souvent un POAI dans un business. Au quotidien, il n'est pas du tout au contact de son contrôleur de gestion. Et c'est une culture qu'on amène petit à petit dans le hackathon que je t'ai évoqué. On avait un stand contrôleur de gestion et sur lequel qui était un stand volant sur lequel qui venait voir chaque équipe. On avait un duo de contrôleurs de gestion qui venait les challenger sur leur business case pour aller assez dans le détail sur leurs projections financières, etc. Mais ça, c'est vachement important. Moi, ça fait 15 ans que je fais du produit. C'est vrai que c'est une question qu'on ne s'est pas suffisamment posée dans l'écosystème produit. Quelle valeur je génère avec le produit que je construis. Et c'est d'autant plus le cas aujourd'hui, j'ai l'impression, sur les produits d'IA, et notamment d'IA générative, où parfois on se dit, IA va tout résoudre et on embarque plein de use cases à la volée sans forcément se poser la question de la valeur, alors que c'est peut-être la question la plus structurante d'un point de vue priorisation. Et chez nous, hein, une culture de R&D, on a vraiment une culture d'optimisation avec des marges qui sont très serrées et avec toutes nos opérations qui sont optimisées au couteau. Donc cette culture de la priorisation par la valeur, évidemment, elle est assez ancrée. Et bien sûr, elle ne suffit pas. Donc il y a d'autres critères qu'on amène aussi. Hein. Il y a la partie faisabilité technique qui aujourd'hui est très indexée sur la data que tu utilises dans tes cas d'usage. Les premiers cas d'usage qu'on a sélectionnés, évidemment on les a choisis en fonction de la qualité des données sur lesquelles on devait déployer le système. Mais voilà. Donc ça c'est ce qu'on a fait sur la plupart des cas d'usage que je t'ai cités, sur d'autres aussi, mais ça suffit pas toujours. J'ai en tête un cas d'usage qui est toujours en stand-by chez nous, qui s'appelle Pamelia, qui est une solution qu'on souhaite remettre dans la main de nos agents d'escale sur leur iPad, qui leur permet d'accéder très très facilement à toute la documentation et aux policies de check-in, qui sont dépendantes des escales, dépendantes des terminaux dans les escales, et qui peuvent varier d'une compagnie à une autre, etc., etc. Et donc on a tout un manuel de procédures qu'on est capable d'indexer à un LLM pour les aider dans leur réponse au quotidien client, et même leur donner, une fois qu'ils ont une question qui est un petit peu touchy, toute la procédure à faire et une to-do vraiment d'action numéro 1, numéro 2, numéro 3 pour résoudre le problème client. Ça, c'est un cas d'usage en or parce qu'on a un manuel de maintenance qui est super bien organisé, super à jour, avec des bulletins de mise à jour qui sont quotidiennement effectués en fonction de si on a des travaux dans un terminal, une grève à gauche, etc. Et on a même une équipe
qui va s'occuper de cette base de données qui est vraiment dédiée, avec ce qu'on va appeler des knowledge engineers, hein, qui travaillent avec la qualité de cette donnée au quotidien. Donc, pain béni pour déployer une solution d'IA. Bien entendu, les premiers tests ont montré une appétence forte, hein, des agents à utiliser cette solution dans leurs iPads qui leur facilitait grandement la vie, et ils nous ont demandé de la déployer, mais pour des questions de priorisation budgétaire et de dispo des équipes de déploiement, on a ce sujet qui est très beau et qui est aujourd'hui en stand-by. Et voilà. Et donc pour nous, c'est un peu un semi-échec, parce qu'on sait très bien quelle valeur on pourrait amener. Après, on va pas venir prioriser pour les équipes qui sont en charge de ces priorisations le sujet lui-même. Bien sûr, ils ont toute une roadmap, hein, de déploiement et de transformation sur leurs outils de leur côté. Et bon, c'est un sujet qu'ils ont identifié, qu'ils prendront et qu'ils déploieront quand ce sera le bon moment de leur côté. Okay. Écoute Claire, peut-être une dernière question avant de passer à notre deuxième partie. Comment on passe du POC au scaling? Parce qu'effectivement, dans le monde de l'IA générative, il y a beaucoup de POC qui ont été créés, voilà, et on arrive facilement à créer des POC, mais souvent là où est la difficulté, c'est comment je scale un POC que j'ai déjà créé, parce qu'il y a plein de nouvelles contraintes qui arrivent. Comment vous y êtes pris justement, parce que vous êtes une entité à part, vous avez poké un peu des choses qui ont été scalées, voilà, Ouais, bien sûr. Un POC c'est facile, un déploiement c'est difficile. Donc la première réponse que je voudrais te donner, c'est vraiment du temps. Ouais. On a plusieurs leviers pour ça. Le premier, c'est d'essayer d'embarquer tes utilisateurs finaux dès le début de tes tests, et de les placer en tant qu'ambassadeurs dès le début. Donc c'est-à-dire, par exemple, si je prends l'exemple de Track ou de YMCA, c'est de définir par exemple une liste de questions que les utilisateurs vont poser au quotidiennement avec eux et par eux, en leur demandant vraiment d'aller dans les call centers ou dans les regards de maintenance pour mettre sur papier avec eux les différentes questions idéales qu'ils aimeraient poser, et de revenir les voir régulièrement avec des tests réguliers, hein, tout au long de ton déploiement, pour les engager, les mettre vraiment en position de honneur de cette solution, au-delà, hein, du product owner que tu auras et qui déploiera l'outil, mais vraiment que l'utilisateur final soit la personne qui soit le premier ambassadeur, le premier ambassadeur de déploiement. Après, tu as un deuxième critère qui pour moi est peut-être plus structurel dans une grande organisation comme la nôtre, c'est de jouer avec les standards de la boîte. Évidemment, on a des standards d'architecture et de produits qui sont propres à notre organisation, qui sont définis par nos architectes en centraux, et qu'on fait évoluer, bien entendu, en fonction des besoins globaux des différents métiers. Mais voilà, le choix des solutions techniques, évidemment, pour déployer ces solutions, on a à chaque fois plusieurs options. Et ça, tu l'intègres dès le POC? Et ça, on l'intègre dès le POC, évidemment, ouais. Dès le POC, l'idée, c'est de faire le POC, par exemple, avec le modèle de référence pour ce type de cas d'usage. Parce que on a eu des exemples, hein, de POC au moment de passer à l'échelle. On passe d'un provider de modèle à un autre, donc un provider de LLM à un autre, et là, la performance, elle chute, parce que derrière, tout ton travail de prompt, c'est pas du tout la même logique, et tu recommences à zéro. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Il y a pour moi un levier qui est très important aussi, qui est la mesure de la performance et du résultat, qui peut être un peu un sujet pas forcément naturel quand tu déploies une solution d'IA générative, sur laquelle tu fais intervenir pas qu'uniquement des data scientists. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on essaye de faire au maximum, c'est de faire un déploiement qui intègre des data scientists qui ont cette culture vraiment d'assesser la qualité de la réponse et du résultat. Voilà, parce que la performance, évidemment, hein, si elle n'est pas attendue et que tu as une solution de knowledge management qui te répond à un résultat approximatif et qui n'est pas pertinent, ton déploiement il va se heurter très facilement à des leviers de bouclier. Ok. Écoute, très clair, très très intéressant. C'était
C'est top d'avoir cette première brique produit durant ce podcast pour qu'on puisse bien comprendre un petit peu quels sont les cas d'usage côté Air France KLM, et on voit qu'ils sont nombreux. Peut-être maintenant on peut plutôt aborder le sujet de l'organisation, parce que pour adresser ces différents cas d'usage, vous avez développé en interne une GenAI Factory. Écoute, c'est intéressant de se pencher un peu sur ce sujet pendant quelques minutes, si ça te va. Ouais, carrément. Alors, du coup, ça consiste en quoi cette GenAI Factory au sein d'Air France KLM? Alors, aujourd'hui, c'est avant tout un socle technologique qu'on a basé sur notre cloud analytique d'Air France KLM, et qui consiste en fait à la sélection et à la réutilisabilité de certains composants sur lesquels on peut donc récomposer par typologie de projet. Est-ce que je suis sur un projet par exemple, d'IA générative pour faire de la classification? Est-ce que je suis sur un sujet d'IA générative pour accéder à la knowledge dans la documentation, etc. Donc on a commencé par cartographier les types de projets. Okay. Et en cartographiant ces types de projets, on s'est rendu compte qu'on avait trois grandes familles de projets, soit des projets relatifs à de la classification, à de la recherche documentaire, ou à du chat très conversationnel, sur lequel tu transformes un input en output très facilement. Et donc pour ces trois catégories de projets, on a identifié les composants complets sur tout le process, et on a identifié tous ceux qui étaient réutilisables pour en faire des standards, et pour que demain tous les projets qui soient de cette typologie puissent réutiliser tous ces composants. Alors évidemment, tu le sais bien, aujourd'hui on est complètement sur des solutions techniques qui évoluent toutes les semaines autour de l'IA génératif et de l'agentique. Donc bien entendu les composants standards eux-mêmes évoluent, et donc on a toute une logique qui fait en sorte que le dernier cas d'usage développé porte le standard oui, donc, et la référence. Okay. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vivant, qui est mouvant, mais qui permet aux équipes dev de récupérer ce qui est fait sur le sujet par une équipe voisine, sans inventer l'eau chaude à chaque question, et d'accélérer le déploiement des projets. Okay. Pas forcément sur la partie POC, mais vraiment sur la partie déploiement d'infrastructure. Ce que je mentionne, c'est vraiment sur la partie déploiement de l'infrastructure dans nos projets en production. Et c'est là où le gain pour nous est assez dimensionnant, parce qu'évidemment la partie POC, le gain est assez... on peut gagner du temps sur le POC, mais c'est pas ça qu'on veut aller chercher, c'est vraiment sur la partie industrialisation. Donc c'est vraiment un socle technologique. Ah ok, donc je te disais des bêtises, je te parlais d'organisation. Non, mais au-dessus de ça, effectivement, on a deux autres couches. Une première couche sur laquelle on vient accompagner et sélectionner des cas d'usage qu'on souhaite booster. Donc là, et c'est là où la partie intervient, sur laquelle on vient accompagner certains cas d'usage soit par des équipes projet ou des équipes dev, et peut-être les deux sur certains cas d'usage, en fonction de si le métier ou si la squad qui est sur le produit manque une compétence de data scientist ou manque plutôt une compétence projet. Et donc maintenant, on a un système qui nous permet d'aller sélectionner le bon niveau de support pour le projet en question, si bien sûr il amène de la valeur, s'il est faisable, et si c'est le bon moment de le lancer dans le métier. Et puis après, on a toute une couche plus cockpit, sur laquelle on gère et on maintient un travail d'Hercule qui est de recenser et de lister tous nos cas d'usage de l'IA générative, et maintenant aussi de l'IA agentique à travers le groupe, pour mieux faire des jonctions d'un cas d'usage à un autre, et pouvoir aussi les prioriser et en suivre la valeur au global. C'est vachement intéressant tout ce que tu nous dis. Moi, je voudrais rebondir un petit peu sur ce socle technologique commun à l'ensemble de l'entreprise. Et ça me paraît être effectivement un point extrêmement structurant pour aller chercher de l'innovation et développer des produits d'IA génératifs dans l'ensemble de l'entreprise. Néanmoins, j'ai deux sujets qui correspondent, je trouve, à deux gros challenges qu'on peut retrouver chez pas mal d'organisations. Le premier sujet, c'est celui de la veille. Ça va très vite, l'IA générative. On a des nouveaux LLM qui sortent toutes les semaines, des nouveaux outils qui sortent toutes les semaines. Donc comment on arrive à opérer cette veille et à faire évoluer ce socle technologique pour rester innovant et pas rester avec des infras trop anciennes ou qui deviennent rapidement archaïques et désuets. Et le deuxième sujet, c'est comment on gère ça avec la DSI, parce que bien évidemment, l'objectif d'une DSI, c'est de garder une sorte de constance organisationnelle, de gérer des sujets de sécurité, de cybersécurité, de fiabilité du SI,
Donc c'est sûr que bon, c'est compliqué pour voilà, d'aller chercher de l'innovation dans une infrastructure et d'ajouter des nouveaux composants technologiques de façon très rapide. Comment vous avez fait pour résoudre ces deux grosses problématiques Ouais, chez Air France KLM? très, très bonne question. Ouais. Aujourd'hui, la difficulté de déploiement, elle n'est pas liée à l'utilisation de GPT-4, GPT-4.1, Hmm. GPT-3.5. Elle réside pas du tout dans la partie LLM, mais vraiment tout ce qui va entourer ça. Évidemment, on essaye d'au maximum utiliser et de standardiser ces différents components pour que cette réutilisabilité soit évidemment la plus fluide possible. En revanche, ce que je t'évoque sur les premiers cas d'usage, aujourd'hui, si on devrait les refaire, bien entendu, on a plus du tout Le stack. les mêmes composants. On Vous a, avez appris quoi. voilà, si on souhaite les migrer, si on voudrait les migrer, on sait très bien que Hmm. ça prendrait un petit peu de temps. Hmm. Euh, on s'est posé la question même au début, tu vois, d'avoir une approche vraiment API, Hmm. délivrée de services sur les différents composants. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait avoir un truc vraiment très 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 flexible, qui soit très très évolutif en fonction des nouveaux sujets, Hmm. pour que la référence puisse évoluer, mais puisse aussi être réutilisée d'un projet à un autre. Et souvent, je le répète, hein, mais en fait, aujourd'hui, nos sujets sont pas tellement différenciants. Ce qui va être Ok. très très différenciant, ça va être la donnée, le process dans lequel tu s'insères, l'outil qui est Hmm. utilisé, le front qui est utilisé par le métier. Mais le cœur du moteur IA, lui, oui, il y a différentes méthodologies pour le déployer, qui sont toujours de plus en plus performantes, mais le concept est toujours très très proche de ce qu'on a pu faire. Ok. Euh, Bien sûr, aujourd'hui, avec tout ce qui est Agentic AI, je pense que l'approche, elle est complètement différente. La partie réusabilité, elle va vraiment être beaucoup plus éclatée dans les différents cas d'usage. Je ne me vois pas avoir toutes ces briques réutilisables Hmm. sur des cas d'usage beaucoup plus agentiques. Ok. Et donc aujourd'hui, c'est quoi la stack GenAI d'Air France KLM? Aujourd'hui, hein, très simplement, on a un socle, une librairie de modèles Ok. qu'on a, hein, via C'est notre open cloud. source ou Non, propriétaire aussi? on se base sur tous les modèles qui sont. On utilise des modèles propriétaires, Ok. principalement, soit d'OpenAI ou soit de Google, et aussi Mistral, hein, qui sont open source. Et c'est les équipes qui vont définir pourquoi elles ont besoin de tel modèle Mhm. plutôt qu'un autre. On limite le nombre de modèles providers à ces trois-là pour le moment, peut-être qu'on en aura d'autres demain. Et puis ils peuvent choisir, hein, parmi ces trois-là les différents modèles de leur catalogue en fonction de leur cas d'usage. Et après, on a une couche vraiment de déploiement au sein de notre environnement GCP, qui permet de le déployer, et sur lequel on a toute une couche et tout un framework qui permet à chaque quête d'usage d'être sécure par défaut, Mhm. et notamment pour tout correspondre à tous nos critères, hein, de nos safety office, voilà, qui vont nous garantir qu'on lutte contre la prompt injection, qu'on ait Mhm. des guardrails en place pour pas qu'il y ait de fuite de données, etc., etc. Et ça, c'est un composant qui est automatiquement déployé sur toutes les solutions. Ok. Et la philosophie de déploiement, est-ce qu'on est plutôt sur de la centralisation ou de la décentralisation? Je Ouais. m'explique. Est-ce que chez Air France KLM, je sais pas, je suis RH, j'ai envie de me créer un petit agent pour m'accompagner dans l'analyse des CV, est-ce que je peux le faire ou est-ce que voilà, tout est fait de façon centrale, côté, enfin, c'est quoi la philosophie? Très, très bonne question. Alors, on recommande pas de faire la catégorisation de CV avec une IA, parce que ça peut inclure, L'exactitude n'est pas ça le peut, bon. ça peut inclure pas mal de biais, C'est sûr. puisque tu vas retrouver tous les biais en fait qu'ont ton IA et que Mhm. ont les données d'entraînement de ton IA. Donc cet exemple, ça, on essaye de le prévenir. Par contre, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient identifier ce qu'on peut faire, hein, c'est identifier dans le CV
des formations spécifiques, par exemple, pour toutes nos populations pro. On vient chercher des certifications qui sont présentes ou pas, et qui nous permettent de sélectionner ou pas de sélectionner un CV, mais on ne vient pas classifier avec le numéro 1, 2, 3 des candidats probables. Ça c'est des usages qu'on essaie de faire. On a un modèle de delivery qui est à la fois centralisé et décentralisé, sinon ce serait trop simple. On va dire qu'on a deux grosses équipes. Une équipe qui va délivrer toute la stack technique, donc toute la plateforme, toute la partie plateforme. Et après, on a des domaines de delivery qui sont organisés et orientés par business domaine et qui viennent délivrer les cas d'usage eux-mêmes sous la forme d'une squad avec une composante métier, une composante technique. Et sur ce modèle-là, on a deux schémas. Un schéma Air France dans lequel on a toutes les équipes de delivery data and AI qui sont centralisées au sein d'une même grande équipe. Et côté KLM, on a un modèle qui est beaucoup plus fédéré avec des entités qui sont organiquement séparées. Ok, très clair. On parle un peu de Thalia. Ouais. Tu nous expliques un petit peu ce que c'est? Thalia, c'est notre petit bébé. C'est notre chat GPT interne, donc on a lancé dès le début pour avoir et déployer un usage sécurisé de l'IA générative. Pourquoi un GPT interne plutôt que se tourner vers un provider du marché? Pourquoi? Parce qu'au début, je ne sais pas si tu te souviens, il n'y avait pas beaucoup de solutions qui étaient disponibles. Et donc très vite, on s'est dit, il nous faut notre propre solution. C'était le tout début de Copilot Microsoft 360, qui est notre provider de socle Office, notre suite Office, et on est sur du Microsoft. Leur solution, bien sûr, on l'a découvert comme tout le monde. On a trouvé que la performance était, pour être honnête, n'était pas du tout au rendez-vous par rapport à ce que nous on était capable de poker et de faire. Donc on s'est dit, on va et aussi était très cher. Donc on s'est dit, on va faire notre propre solution. On a les équipes pour. Donc on a là pour le coup, on a été vraiment très 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 opportuniste. Et en quelques mois, on a mis en prod un chat super simple mais sécure avec un modèle disponible. Donc ça on était hyper content. On a eu depuis le début une adoption qui était assez forte avec les personnes qui découvraient aussi l'IA générative via ChatGPT. Ça c'était fait via Thalia et qui ne connaissaient pas forcément ChatGPT. Et donc ça pour nous ça a été vraiment assez fort d'être confronté à ça au quotidien, puisque bien entendu un côté équipe de transformation centrale ou dans les équipes data and AI, bien sûr tout le monde utilisait ChatGPT au quotidien, et de voir qu'en fait via Thalia on a amené cette acculturation vraiment sur la découverte de l'IA générative de from scratch. Ça c'était quelque chose qui était assez fort. Ensuite, donc Thalia évidemment on l'a lancé au début pour des raisons de sécurité. Comme je l'ai expliqué, pour avoir un usage sécurité de l'IA générative au sein du groupe. Et puis petit à petit, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étoffé Thalia avec la capacité de pouvoir créer ses propres assistants. Et on l'a vraiment positionné comme un AI portal central. Et non un portail Gen AI central, parce qu'en fait, on a eu à cœur d'apporter dans Thalia pas que des modèles d'IA générative, mais aussi des modèles, par exemple, d'autres modèles d'IA, par exemple pour faire la traduction. Et aujourd'hui, dans Thalia, tu as un module de traduction qui est le même que dans Google Traduction, sur lequel on utilise derrière le même modèle que Google Traduction, mais dans un environnement sécurisé. Et ça, en fait, notre concept, c'est de se dire, toutes les solutions d'IA qu'un employé peut utiliser au quotidien, on va les mettre dans un environnement sécurisé pour qu'il puisse y copier-coller toutes les données de l'entreprise de manière complètement sécurisée et limiter tous les touchpoints sur des plateformes publiques gratuites d'IA, avec un usage qui est pas forcément même conscient d'une IA derrière. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment l'évolution de notre portail interne. Aujourd'hui on a toute une communauté de testeurs qui vient tester les nouvelles fonctionnalités avant qu'elles sortent et qui nous font des retours aux équipes. Il est ouvert à toute l'entreprise Il est ouvert à toute l'entreprise, à toutes les populations de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a des pilotes, on a des crews qui utilisent Thalia également. Et entraîné avec les données d'Air France KLM ou pas encore? Non, aujourd'hui c'est vraiment une plateforme standalone. Et ce qu'on a identifié et ce vers quoi on tend aujourd'hui, c'est on va intégrer deux nouvelles capacités.
La première qui est évidemment la connexion à tous nos knowledge systems, donc avec l'indexation des knowledge base et des outils qui les comportent. Et le deuxième, c'est la partie vraiment action avec les softwares de l'entreprise, avec nos tools, pour vraiment en faire un portail enterprise dédié à Air France. Pour ça, notre démarche est très pragmatique, un peu comme le début, on a regardé ce qu'on était capable de faire, ce qu'on avait sur le marché. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que sur le marché, on a des solutions qui ont évolué et qui arrivent à maturité sur ces standards-là, comme l'est aussi notre marché interne et nos utilisateurs. Aujourd'hui, on a des utilisateurs qui sont, certes, il y en a qui découvrent encore l'IA générative, il y en a qui ont une maturité suffisante, et en masse, on justifie notre marché interne qui match avec des solutions que vont pouvoir nous fournir le marché. Et donc on est en phase de sélection d'une plateforme interne qui va devenir notre plateforme IA pour tout le monde. Et des deux challenges, lequel te paraît le plus accessible et lesquels te paraît le plus compliqué? Pour nous, alors ça pose évidemment plein de challenges. Le premier challenge, ça va être sur la partie knowledge et sur la partie droit d'accès et accès à la donnée. Ouais, la gouvernance Typiquement, tu te plugs à un SharePoint sur lequel peut-être que tu y as accès, peut-être qu'il n'y a plus d'accès, mais dans ton SharePoint, tu vas voir peut-être des documents que tu ne veux pas du tout retrouver dans tes résumés que tu vas demander, et peut-être même qui vont venir polluer ta requête, voilà, avec peut-être un document qui est peut-être de prompt injection à petit niveau, mais ce genre de choses. Donc ça, évidemment, ça c'est des choses qui sont assez qu'on regarde assez de près et qui permettent de qualifier aussi la future plateforme. Ok, vachement intéressant. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour des sujets. L'heure file. Peut-être ce que je te propose, c'est de basculer à la dernière partie de ce podcast, qui est le flash chat. Si ça te va, questions rapides, réponses rapides, c'est toujours les mêmes pour l'ensemble de nos invités. Est-ce que tu es prêt, Virgile? Vas-y. Allez, c'est parti. Première question, la personne dans l'écosystème de l'IA qui t'inspire et qu'on devrait potentiellement inviter sur ce podcast? Je te propose de faire venir et d'inviter Hugo Hanad, qui est Data and AI Officer chez AXA aujourd'hui, Okay. qui avait le même rôle chez Decathlon aujourd'hui, qui a vraiment une approche data et produit très forte et qui est assez expérimenté sur le sujet, qui tient à cœur à vraiment apporter cette double compétence dans l'écosystème. Donc c'est, je pense, un invité que tu peux accueillir. On va lui envoyer un petit message. C'est quoi le concept clé à comprendre dans l'IA? Bonne question. Pour moi, c'est vraiment l'aspect statistique. D'avoir à faire un modèle statistique qui va te générer quelque chose de statistiquement probable et grander sur des données d'entraînement. Ça, pour moi, c'est vraiment la clé de se dire que on n'est pas face à une boîte noire, on est face à vraiment à quelque chose qui est entraîné, qui est vraiment dépendant des données d'entraînement. Ça, aujourd'hui, c'est la clé, et dans toutes les interventions qu'on fait, voilà, on met un petit rappel sur cette couche donnée, sur tout le travail de data management qu'on fait et qui est fait en amont. Ok, intéressant. C'est quoi le dernier truc d'incroyable que tu as découvert dans le domaine de l'IA où tu as eu un vrai effet waouh? Moi, je me suis penché sur quelque chose qui me fascine un petit peu, qui est un cousin des LLM, qui est en fait l'entraînement d'un large langage modèle comme pour un LLM, mais uniquement sur des time series, qui permet en fait, de généraliser complètement la prédiction d'événements. En fait, c'est comme si tu imaginais un gros modèle qui serait entraîné non pas sur des millions et des millions de documents, mais sur des millions et des millions de time series qu'on récupérait via toutes les touch points et toutes les bases de données que tu pourras avoir. Donc là, il y a évidemment un travail qui est très conséquent d'avoir cette première matière première et sur lequel tu viendras entraîner toute cette logique pour demain en fait prédire en fait toutes les prédictions que tu pourrais. Alors ça, évidemment, il y a un coût d'accès qui est assez fort, rien que sur la partie capitalisation de la matière première et puis d'entraînement.
mais il y a des premiers tests qui ont été faits. Google ont sorti des modèles de cette typologie-là. Là, je trouve que la logique est très intéressante. On n'est pas encore sur un niveau d'industrialisation et d'utilisation industrielle de ces concepts qui nous permettent de l'utiliser au quotidien. Mais voilà, sur une étude ad hoc pour préparer le terrain, voir s'il y a vraiment quelque chose à creuser, etc. C'est des choses qui peuvent être déjà utilisées. Et je trouve que que ça change même voilà, le métier demain de data scientist. C'est-à-dire que peut-être on va avoir accès à un modèle généraliste pour toutes les séries temporelles. Intéressant. Le use case où l'IA va révolutionner notre quotidien selon toi? Et pour moi, c'est ce qu'on est en train de vivre, qui est la partie transactionnelle de l'IA, avec notamment la révolution de l'e-commerce qui, qui est en plein essor, avec le positionnement qu'on a observé depuis quelques jours de ChatGPT, qui va se transformer vraiment en tant que plateforme de vente et qui amène dans ChatGPT tous nos usages du quotidien, à la fois d'achat de produits de biens de consommation avec le paiement agentique, mais aussi d'achat de services, de réseaux sociaux, etc. etc. Donc ça, pour moi, ça c'est vraiment ce qui est le sujet sur lequel je me penche le plus aujourd'hui. Évidemment, ça soulève plein de questions de comment est-ce que ce type de plateforme peut rester neutre. Est-ce que le résultat qui est statistique aujourd'hui est-il neutre? Bah, ça c'est une vraie question. Est-ce que demain il le restera? Est-ce qu'on n'aura pas une monétisation qui sera effective? Bien entendu, ça on le sait tous que nos providers de LLM vont commencer à monétiser l'usage et la mise en avant des produits et des marques qui sont référencées par les moteurs. Et bien entendu, on a plein de questions autour de la sécurité et de la distribution de ces nouvelles transactions qui viennent et sur lesquelles on sait bien que tout n'est pas complètement mature pour avoir une distribution de tout produit et service à un niveau global. Ok, très intéressant. Et dernière question, le proverbe, si ta vie était un proverbe, quel serait-il? Alors moi je vais pas te donner un proverbe, mais je vais te donner une phrase qu'un de mes nombreux moniteurs d'auto-école m'a dit, parce que j'ai eu l'occasion de passer mon permis deux, trois fois, trois fois même. C'est fais-le maintenant, sinon tu le feras jamais. Donc just do it, le just do it, voilà, c'est de dire, t'entends, on prend un peu de temps à réfléchir à certaines choses, mais l'instinct compte. Dans un monde très analytique et de plus en plus d'analytique, évidemment on a tendance peut-être à le mettre un petit peu en arrière, mais voilà, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Just do it. Écoute, merci beaucoup Virgile pour tous ces éléments. J'ai pris plein de notes, hein. C'était très très intéressant. On a pu avoir une très belle vision de tout ce que Air France KLM fait en termes d'IA générative. Donc franchement, on a pu balayer beaucoup de sujets en 1 heure. Donc un grand merci pour tout ça, un grand merci pour ta disponibilité. Merci à toi pour l'accueil et Marine aussi pour l'invitation. Ouais, on la remercie, Marine, elle est derrière les écrans. Un mot de la fin, Virgile, ou on est bon? Écoute, on a fait le tour, mais je vais quand même rendre hommage à notre Data Factory qu'on a lancé il y a 3 ans et dont on célèbre cette semaine le troisième anniversaire au sein d'Air France KLM, voilà, avec toute une série d'événements au cours de la semaine. On a eu la chance d'inviter lors du lancement de notre Data Factory Mick Levy, que tu connais peut-être, qui est responsable de l'innovation chez Orange Business, qui est revenu cette semaine pour souffler les bougies avec nous. On a installé tout un village avec des démos, des tests, etc. au sein de l'allée centrale du siège. Donc on a ce gros événement aujourd'hui qui ouvre vraiment les portes de notre Data Factory à tous les employés d'Air France. C'est quelque chose qu'on essaie de faire environ 1 fois par an. Et ça tombe cette semaine, donc ça tombe bien. Bon, joyeux anniversaire à la Data Factory. Merci.
Écoutez, on a fini avec cet épisode. Un grand merci à vous qui nous écoutez aujourd'hui. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Au revoir.